Sans ce lien de confiance, vous devenez un technicien de la médecine et c'est horrible. La chose la plus importante, c'est, dans votre métier, c'est d'établir ce lien de confiance. Et ce lien de confiance, il va démarrer par le patient qui vient prendre rendez-vous, vient vous poser une question. Mais en même temps, au cours de la réponse, il va vous tester, il va dire « ouais, vraiment, ou alors non, je ne le sens pas ». Et dans ces cas-là, bah, vous avez, quand on a raté cet élément de confiance pour une raison X ou Y, hein, on peut être voir le patient trop rapidement, considérer que ces questions ne sont pas forcément appropriées, eh ben, dans ces cas-là, le lien de confiance est rompu. Donc ça, c'est très important, au-delà de secours. Deuxièmement, s'assurer que le patient comprend bien la relation entre le comportement personnel, sa santé et la maladie. La maladie, il ne la voit pas souvent. Est-ce que vous voyez l'infarctus, vous, ici? Est-ce que vous voyez l'athérosclérose? Est-ce que vous voyez l'AVC? Vous dites, mais nous, on n'appartient pas à ce monde-là, c'est pas nous. Ben, en fait, si. Fouillez bien parmi vos voisins, amis, familles, parents, grands-parents. Malheureusement, la maladie est là. Troisièmement, aider les patients à comprendre les barrières de changement de comportement. Hein. Consiste par exemple à arrêter la malbouffe, mettre en place une activité physique de base, je parle pour vous, éviter de prendre l'ascenseur, on doit marcher 2 heures par jour. L'homme est fait pour marcher 2 heures par jour, minimum. Pas forcément uniquement pour le système cardiovasculaire, hein, mais pour l'ensemble. Quatrièmement, essayer de gagner, à partir de la part des patients, un engagement. Et ça aussi, c'est une règle fondamentale en médecine. Le patient vient vous voir, mais il y a un moment où il faut lui dire « je te donne les clés, tu prends les rênes, et la solution, les décisions, c'est toi qui vas les prendre. Si tu veux guérir, maintenant c'est à toi de, plutôt que toujours considérer qu'il suffit d'aller voir le médecin, même si on n'a pas fait le régime, même si on fume, etc. Dans la mesure où on est toujours suivi par un médecin, on est protégé. Faux. Cinquièmement, impliquer les patients dans l'identification et la sélection des facteurs de risque qui implique aussi le renforcement du patient à modifier son comportement. D'accord ? Dire au patient, mais vous pouvez arrêter de fumer. Vous pouvez arrêter d'aller chez McDonald's. Vous pouvez arrêter de ne pas faire du sport. Vous pouvez arrêter de prendre l'ascenseur et prendre des escaliers et les descendre. Et enfin, établir une modification du style de vie, un plan de modification de style de vie, et de voir un petit peu les progrès au cours des différents contacts que vous allez établir en suivi avec le patient. D'accord ? Établir une sorte de... On va se revoir, on va voir ce qui a été, on va voir ce qui n'a pas été, comment arranger les choses. Alors, comment arrêter le tabac ? Tous les fumeurs devraient être encouragés professionnellement et à s'arrêter de fumer de façon permanente sous toutes les formes de tabac. Alors, toutes les formes de tabac, c'est simple. Hein. Quelles sont les stratégies qui peuvent aider ? Ben, d'abord, il faut absolument identifier. Hein. Si vous oubliez de demander à quelqu'un s'il fume, ben, vous passez à côté essentiel. Ça paraît idiot, mais on peut l'oublier. Deuxièmement, voir quel est le degré véritablement d'addiction du patient et sa réelle volonté à s'arrêter de fumer. Troisièmement, le conseiller d'arrêter de fumer de façon urgente. Hein. C'est pas dire, bon, bah, l'année prochaine, je m'arrête de fumer. Quatrièmement, de l'aider. Hein. L'aider, ça peut être un conseil psychologique, ça peut être des patchs, ça peut être tout un tas de... Enfin, il y a aussi l'acupuncture, enfin, il y a des tas de choses. Et puis, toujours pareil, suivre le patient, ne pas le laisser tout seul. Faire des bons choix en alimentation. C'est absolument capital de donner des cours, d'avoir un minimum de principes de diététique. Alors par exemple, un principe tout simple, positif. Mais docteur, qu'est-ce que je peux manger? Alors plutôt que de dire, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Vous leur dites, vous pouvez manger tout ce qui vole et tout ce qui nage. C'est simple à appliquer, on n'a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études, et c'est positif. Bah oui, c'est vrai.
Alors, un bon régime réduit les facteurs de risque par plusieurs mécanismes. Et c'est ça qui est très important. C'est le cercle vertueux. Ça va aboutir à, le plus souvent, on diminue le poids. La diminution du poids, on diminue l'hypertension. On a un effet sur les lipides. On a un effet sur le contrôle de la glycémie. Et on a un effet aussi sur la propension à la thrombose. C'est capital, en fait. Ce n'est pas la médecine traditionnelle, hein, c'est la médecine de bon sens. Quelles sont les recommandations générales? Ben, voilà, ce que un petit peu je vous ai dit, fruits et légumes, etc., les poissons et puis les éléments riches en oméga 3 fatty acides, qui ont des propriétés particulièrement... et puis les palmés aussi, tout ce qui est animaux palmés est très conseillé. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais c'est quand même extrêmement important. La quantité de cholestérol ingurgité devrait être moins que 300 mg par jour. Bon, je n'ai pas la clé pour vous dire comment est-ce qu'on mesure la quantité de cholestérol, mais je pense que c'est rapide, c'est facilement accessible. Retenez la phrase initiale que je vous ai donnée, c'est déjà pas mal. Ce qui vole et ce qui nage. Augmenter l'activité physique, c'est évident. Quand on veut perdre du poids, la meilleure chose, c'est pas ne plus manger, c'est manger plus intelligemment, mais surtout augmenter l'activité physique. Elle devrait être absolument conseillée pour tous les groupes, des très jeunes aux très vieux. Aux très vieux, ok, il n'y a pas de limite. Quand on dit une demi-heure d'activité physique, c'est une demi-heure de sport. Quand je dis 2 heures par jour de marche, ça veut dire 2 heures d'activité physique. D'accord? Mais quand vous voyez, finalement, ce n'est pas non plus énorme 2 heures d'activité physique. Hein, il ne s'agit pas de faire des pompes pendant 2 heures. Voilà. Donc là, vous avez différents exemples pour les gens qui sont en bonne santé, 30 à 45 minutes d'activité sportive, 4 à 5 fois par semaine, avec un rendement cardiaque allant de 60 à 70% de la fréquence cardiaque. Vous connaissez la fréquence cardiaque maximale théorique? C'est 220 moins l'âge. Donc pour vous, c'est 200. Bon. Mais 270%, bah, c'est 150, quoi. Alors pour les patients qui ont une maladie cardiovasculaire établie, bah, il faut que ce soit basé sur les résultats du test d'effort. Hein. Si le patient se met à avoir des troubles du rythme à 50% de la FMT, c'est peut-être pas la peine de lui dire d'être à 60%. Un petit peu d'intelligence. Alors, les autres facteurs de risque, le surpoids et l'obésité. Alors, ben, pour éviter le surpoids ou réduire le surpoids qui existe, c'est absolument capital dans les maladies cardiovasculaires. Comme le disaient nos anciens conférenciers d'internat, Alain Deloche, malheur au gros devrait être écrit sur le frontispice de tous les hôpitaux. Bon. Alors, cette baisse de poids est recommandée de façon très forte. Et comment l'évaluer? Il ne faut pas être raciste et dire je n'aime pas les gros. Il faut les identifier. Et pour les identifier, il y a le Body Mass Index qui vous permet d'identifier clairement quelqu'un qui a une obésité. D'accord? Obésité, c'est différent de surpoids. Hein. Il faut aussi être graduel. Obésité, BMI supérieur à 30 kg par mètre carré. Le surpoids, c'est entre 25 et 30. Alors, il ne faut pas non plus descendre trop bas. Pour ceux qui ont une augmentation de la graisse abdominale, vous savez, le pneu, on mesure ça par la ceinture abdominale, simplement le périmètre abdominal, qui est curieusement plus importante en tolérance chez les hommes que chez les femmes. Je ne fais pas de commentaires. Supérieur à 102 cm chez les hommes et supérieur à 88 cm chez les femmes. Bon. Il est évident qu'une baisse de poids sera plus facilement obtenue quand le patient est suivi par un professionnel. Mais il requiert une forte motivation par l'individu. Parce que, à part les cancers, j'ai jamais vu quelqu'un maigrir spontanément en 30 ans de carrière.
D'accord? Donc tout ça, il faut de la motivation. La pression artérielle. Le risque cardiovasculaire augmente en permanence avec l'augmentation de la tension artérielle. Vous l'avez vu sur les fameuses fiches de score du vert au rouge. D'accord? Il augmente avec l'âge, mais il augmente aussi encore plus fort avec l'hypertension. On n'a pas besoin d'avoir 50 ans pour avoir un risque élevé quand la pression artérielle monte. Et à partir de ces niveaux, il faut essayer de considérer dans quelle limite on peut se situer. Alors, il est clair qu'un traitement doit être institué, je vous prends comme exemple, dans cet amphi, par exemple, chez quelqu'un qui a une pression artérielle sustained, ça veut dire qui se maintient, hein, qui persiste, à 180 mm de mercure en systolique, ou quelqu'un qui a une pression artérielle diastolique à 110 mm de mercure. Si j'en vois un qui a une pression artérielle diastolique 110, il n'échappera pas à un traitement médical. Il se met en danger. Il y a des choses que vous ne voyez plus, mais qu'on voit encore dans les pays en voie de développement. C'est les gens avec un énorme AVC hémorragique suite à une hypertension. Les gens qui ont fait un infarctus gigantesque qui est lié aussi... bon, donc tout ça, ça a disparu grâce à cette médecine préventive des fameux facteurs de risque. Cette diapositive est horrible. C'est juste un guide pour le traitement de la pression artérielle qui est inclus dans ces guidelines. On n'a pas le temps de le regarder. Vous ne serez pas interrogé là-dessus, mais par contre, si vous avez envie d'avoir des notions plus précises sur comment, de quelle façon l'hypertension artérielle, le traitement de l'hypertension artérielle va influer sur le risque fatal et de quelle façon il faut traiter. Donc ça, c'est très précis. Par contre, voilà. Retenez un chiffre simplement. La pression artérielle doit être inférieure à 135 et 85. Bon. Vous voyez, quand je dis le but, c'est... Alors, ce qui est intéressant, regardez quand même les objectifs, la petite case au milieu à droite. Où est ma flèche? Elle est là. Goal. Pour tous les patients, la pression doit être inférieure à 14,9 ou 140,90, que je vous ai dit, 135,85. Mais chez les patients qui ont un risque de plus, comme les diabétiques ou ceux qui ont du cholestérol, eh bien, il va falloir être plus sévère avec ces gens-là. Il faut être plus exigeant. Et c'est en étant plus exigeant qu'on arrive à tirer vers le bas, hein, du rouge vers le vert, les patients qui ont un risque plus élevé. Vous comprenez ça? Le management du risque individuel doit être pris en compte de façon personnalisée par rapport à l'existence éventuelle d'autres facteurs de risque. Vous avez compris? Vous avez juste une hypertension, on traite l'hypertension en toute 14,9. Vous avez une hypertension et vous êtes diabétique, on va être beaucoup plus sévère. Et ça va être pareil, par exemple, chez les, enfin on va le voir après, chez les gens qui ont du cholestérol et qui sont diabétiques. Voilà. Donc, les lipides plasmatiques. Le taux de lipides plasmatiques en cholestérol total doit être inférieur, on va dire, à 2 grammes. Hein. Et le LDL cholestérol, on va dire, inférieur à 1,15 g. Bon, moi, je simplifie, je dis 1 gramme. Parce que en visant 1 gramme pour un patient, hein, c'est comme la balistique, hop, on est un peu en dessous et on arrive aux alentours de 1,10, 1,15. C'est la tolérance, vous savez, c'est comme quand on fait un... Il y a un très bon truc pour vos patients. Ils disent, oui, 115, etc., ça veut dire quoi? Ben, je dis, c'est simple, hein. Quand vous êtes sur une route limitée à 100 et que vous roulez à 140, ben, on vous enlève des points. Ben, là, vous vous enlevez des points en roulant avec un LDL cholestérol à 140 mg par décilitre, ou, alors que vous devriez être aux alentours de 100. Ça parle. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique pour faire malheureusement monter le HDL. Ça n'existe pas, mais c'est en cours. Vous avez des essais cliniques où on regarde actuellement si en faisant monter le HDL, on diminue le risque.
D'accord? Alors, pour les patients, c'est comme pour tout à l'heure l'hypertension. Pour les patients qui ont du diabète, on va être plus sévère. On va vouloir avoir un cholestérol total inférieur à 1,75 g par litre. Et on va vouloir avoir un LDL cholestérol inférieur à 1 g, on peut dire 0,75. D'accord? Alors, pour les patients qui sont asymptomatiques, mais avec plusieurs facteurs de risque, avec par exemple un cholestérol total et LDL élevé, eh bien, ils vont bénéficier du fait, là encore, d'avoir un cholestérol total inférieur à 1,75 et un cholestérol LDL inférieur à 1, c'est-à-dire 0,75. Et ceci sera obtenu avec des médicaments si nécessaire. D'accord? Donc, c'est un peu pareil, sauf que là, ils ont plusieurs facteurs de risque. Et chez les patients qui sont asymptomatiques, quelle est la première étape? Ben, c'est bien sûr de voir le risque cardiovasculaire complet, identifier les autres facteurs de risque, mais la première étape, ça va être le régime alimentaire. La personne qui vous dit, écoutez, moi de toute façon, ne comptez pas sur moi pour faire un régime, je préfère prendre des statines et puis n'en faire qu'à ma tête, ça c'est le très mauvais comportement, c'est le comportement irresponsable. Alors là encore, vous tombez sur une diapo qui explique un petit peu le management du traitement des lipides élevés chez les patients qui sont asymptomatiques et qui discute le risque inférieur à 5% avec un cholestérol supérieur à 1,9 g par litre. Dans ces cas-là, eh bien, on essaye de réduire simplement par le régime et on les suit avec des intervalles de 3 à 5 ans. Donc vous voyez, c'est assez soft quand même comme suivi. Pour ceux qui ont un risque total supérieur à 5%, ce qui est considéré comme à haut risque. D'accord? Alors, ces gens-là, on resserre un petit peu le contrôle, on les revoit au bout de 3 mois et on répète les mesures. Et ensuite, soit la mesure, le résultat, c'est que grâce au mode de vie qui a changé, plus de McDo, mange, ski, vol, esquinage, activité physique, etc. Et le patient a un cholestérol.